Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 36 de Carter et Piston. On attend le printemps, voire maintenant l'été avec impatience. En attendant, voici le sommaire de l'émission. Nous ferons évidemment un tour de l'actu. Un peu de mobilité urbaine avec un scooter, le Yamaha X-Max 250. Du muscle avec la gamme S1000 de chez BMW et son vaisseau de guerre, la 1000RR version M Motorsport. Du muscle toujours avec la Kawasaki S1000 H2 SE, son moteur turbocompressé et ses 200 chevaux. En attendant la Météor, Royal Enfield passe sa gamme en Euro 5 et présente la toute nouvelle Himalayan. Il y a quelques mois, je vous avais présenté les motos de trial Electric Motion, présentation des modèles 2021 et initiation pour certains journalistes. Nous irons donc à Bilstein. La WSR nous parlera de rouler en duo et en groupe. Enfin, l'ami Jean-Yves nous parlera de la Sacro-Sainte Omnium pour nos motos. Alors pour cette émission, je me trouve dans un endroit un peu particulier. Je suis à Liège, je suis à Neupré exactement, dans un endroit né de passion et en fait dans un endroit qui j'espère va devenir un peu familier à l'émission parce qu'il servira peut-être pour pas mal d'occasions. Je suis route 63. William, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. Alors dis-moi William, quel bel endroit, quelle conjonction de belles choses, que ça soit auto-moto. Comment est-ce que tout ça a démarré? Je pense que pour 2 générations minimum, dont je fais partie d'une de ces deux-là, le 2 roues comme le 4 roues représente vraiment un mythe, un plaisir, la liberté, l'indépendance. Et je voulais rendre hommage un petit peu à ces véhicules qui nous ont tellement fait rêver d'une part et qui nous ont donné cette liberté d'action. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, à l'époque, on avait 18 ans et le jour de nos 18 ans, on avait un véhicule parce que c'était la liberté et l'indépendance totale. Et en fait, on replonge dans nos souvenirs parce qu'il y a quand même pas mal de très très beaux véhicules, des choses qu'on n'a peut-être pas eu forcément l'occasion de s'offrir à 18 ans. Et on peut se faire plaisir quand on est un peu plus âgé et retrouver nos 18 ans en fait. C'est parfaitement ça. Je pense que nous aspirions tous à pouvoir dire à nos parents « je n'ai plus besoin de vous pour me déplacer ». Ouais, c'est ça. Et exactement. on a commencé avec la mobilette, on a suivi avec une moto ou avec une voiture. Ouais, bien et sûr. donc c'est tout un plaisir qu'on a voulu reconstituer. Oui, tout à fait. Ici, c'est un musée, on va avoir l'occasion d'en reparler tout au long de l'émission, qui est un musée entre guillemets vivant, puisqu'il y a du mouvement, les voitures viennent, les voitures repartent au gré de leurs collectionneurs qui les laissent, qui les reprennent, qui roulent avec, parce que les voitures roulent. Alors, un véhicule qui roule, c'est fait pour ça. La mobilité est quelque chose de très important. La mobilité nous préoccupe tous les jours quand on est au volant de nos véhicules et qu'on aborde les zones urbaines, parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation un peu partout. Un très bel outil pour se tirer des embarras de la circulation, c'est le scooter. Et je vous propose de découvrir l'essai du Yamaha X-Max. Yamaha X-Max 300, version tech. Alors en fait, voilà un scooter qu'on connaît déjà un petit peu, mais voilà surtout un vrai scooter. Voilà un scooter dans ce qu'on entend par scooter, c'est-à-dire un engin
polyvalent, capable de vous emmener de la ville à la campagne. On est donc sur un 300 cm3 avec un nouveau moteur Bluecore Euro 5, comme l'ensemble de la production chez pratiquement tous les constructeurs maintenant. Alors, je me suis baladé en ville, je me suis baladé dans la petite ville de Huy, du côté de la Collégiale, que je vous engage d'ailleurs à aller voir, parce que c'est un endroit chargé d'histoire et c'est un très très beau bâtiment, même si je ne suis pas vraiment un homme d'église. Ceci dit, ce X-Max en ville démontre en fait tout son potentiel et tout son côté urbain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur un 300 cm3, on est sur un 300 cc volontaire, on est sur un moteur qui prend des tours, on est sur un moteur qui permet de s'extirper de la circulation, qui permet d'être le premier au démarrage lors du feu au passage au vert, qui permet de se faufiler dans tous les petits coins. On a un large guidon pour une belle préhension, ce qui permet d'avoir une grande maniabilité pour se faufiler entre les voitures, pour passer dans les petites rues. On est sur quelque chose de relativement bas, on a les pieds absolument près du sol, ce qui donne quand même de la sécurité, ce qui permet de se dire tiens, on fait un petit demi-tour, s'il faut mettre un pied par terre, ce n'est pas du tout un problème. La position de conduite, elle, est très naturelle, avec en fait une position bien droite, protégée par un pare-brise qui, à mon avis, doit très très bien protéger jusqu'aux alentours de 100-120 km/h. Je ne l'ai pas testé sous la pluie, donc c'est un peu difficile de le dire, mais je peux préjuger qu'il est peut-être pas assez large pour bien protéger les épaules lorsqu'il pleut. Par contre, les jambes, elles, sont très très bien protégées par le tablier avant qui, lui, en fait, contient un espace de rangement dans lequel vous pouvez glisser un portefeuille, un téléphone, ce genre de choses. Tant qu'on est sur la partie avant et qu'on est sur le tableau de bord qui allie en fait modernité et classicisme, puisque en fait on a deux grands compteurs, un qui est un compteur de vitesse, l'autre qui est le compte-tours, et au centre on a un écran digital qui lui rassemble toutes les informations de consommation, de kilométrage, de température. On pourrait souhaiter un écran TFT, un écran digital en tout cas un peu plus lisible. Pour revenir sur la notion de confort, parlons un peu de la selle qui est très confortable, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Le pilote bénéficie d'un petit retour dans le bas du dos qui permet de bien se caler. Même chose pour le passager, avec ici une petite option qui viendra aussi soutenir le bas du dos du passager. Cette selle offre du moelleux, est très confortable, elle est large, spacieuse et ça donne beaucoup de confort. Alors, sous la selle, maintenant, là c'est aussi la bonne surprise, c'est qu'en fait, on rentre dans le vrai concept du scooter avec des espaces de rangement, et ici, espace de rangement gigantesque qui permet de caser deux casques, qui permet de caser un casque et votre sac de boulot, qui permet d'y glisser un sac de sport, même d'envisager de faire quelques courses. Sincèrement, ça c'est vraiment un point positif de ce scooter, c'est son espace de rangement. Alors une chose très positive aussi, c'est son comportement avec une roue avant de 15 pouces, roue arrière de 14, frein à disque avant-arrière, on a un ABS de série, on pourrait souhaiter un amortissement un tout petit peu plus progressif, en tout cas en ce qui concerne la suspension arrière. C'est un petit peu sec parfois sur les trous et les nids de poules qu'on peut rencontrer sur nos merveilleuses routes wallonnes. C'est un allumage sans clé, c'est-à-dire c'est un système keyless. Il y a un système de traction control, donc c'est full sécurité, même si la puissance n'est pas débordante, mais néanmoins c'est un 300 cm3, donc dans certaines conditions d'adhérence précaires, on pourrait se dire que c'est sympa d'avoir un contrôle de traction. Alors, sur le tableau de bord, il y a une prise électrique 12 volts qui permet de recharger divers instruments ou de brancher évidemment un GPS. Alors, comme je vous l'ai dit, un scooter prend évidemment toute sa dimension quand on est en milieu urbain parce qu'il permet vraiment de se déplacer de manière souple, de manière rapide. On est avec un engin qui consomme environ 3 litres au 100 et donc vos déplacements vont être plus courts et vont être plus économes. Vous êtes moins de temps sur la route parce que vous vous déplacez plus rapidement dans la circulation et vous consommez 3 litres au 100, donc au final c'est une belle économie. Un 300 cm3 par rapport à une cylindrée plus petite, ça offre quoi ? Bien, ça offre en fait la possibilité que dès qu'on sort de la ville, dès qu'on se retrouve sur des petites routes, on va être sur un engin
agréable, sur un engin amusant qui permet vraiment de prendre du plaisir sur deux roues, un plaisir facile et accessible, puisque évidemment on est sur un scooter, évidemment il n'y a pas de boîte de vitesse, et donc c'est une prise en main directe. Il suffit de mettre le contact, on démarre le moteur, on ouvre les gaz et c'est parti. C'est vraiment très ludique, c'est très amusant. On pourra même se permettre des incartades sur autoroute parce que le 120 km/h est atteint très facilement et on parvient à le garder sans aucun souci. Donc voilà finalement un outil polyvalent, un scooter qui en fait vous permet des déplacements urbains et des déplacements interurbains ou extra-urbains, et pourquoi pas une petite balade le dimanche, où vous pourrez, grâce à ce moteur de 300 cm3, qui je le répète encore une fois est vraiment très volontaire, vous permettre de vous joindre à un groupe de copains qui ont des motos et de tout à fait suivre un rythme normal sur une balade et d'aller profiter des petites routes ardennaises par exemple lors d'un dimanche avec une belle météo, et pourquoi pas même emmener madame avec vous. Donc toute la polyvalence du scooter, on la retrouve ici dans ce X-Max, avec évidemment, on est un peu dans le haut du panier en termes de production, on est à 6 699 €. Alors, est-ce que ce tarif un petit peu haut pour un scooter est justifié? Je vais dire oui. Pourquoi? Parce qu'on est sur un engin abouti, on est quelque chose qui est très très bien fini, on est avec des beaux matériaux, on est avec un bel assemblage. Donc c'est vraiment un bel engin à se dire je vais avoir ça dans mon garage et je peux, quand j'en ai envie, quand les conditions le permettent, je peux aller travailler avec cet engin, je peux aller me balader avec cet engin et je peux avoir une vraie polyvalence pour un prix qui finalement, vu le peu de consommation de ce scooter, peut être quand même intéressant comme investissement. Alors, le scooter, je n'en essaye pas assez en fait, mais chaque fois que j'en essaye un, je suis quand même conquis. C'est un peu un couteau suisse parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec un scooter de ce gabarit, avec un scooter qui donne ce niveau de performance. Au niveau des griefs, voilà, je serais peut-être partisan d'un pare-brise encore un tout petit peu plus large pour offrir encore un peu plus de protection, peut-être au détriment du look, d'avoir peut-être des poignées chauffantes, ça peut être utile sur un scooter, et des suspensions un tout petit peu plus progressives, en tout cas au niveau de l'arrière. Je n'ai pas le même ressenti au niveau de l'avant. Pour le reste, ce sont pratiquement les seuls points négatifs que je peux citer sur ce scooter, parce que je le trouve sincèrement épatant, très amusant, très volontaire, très sécurisant et très confortable. Voilà William, un peu de mobilité c'est bien. Pour revenir à ce musée, à cet endroit, c'est donc un lieu d'échange, mais un lieu de vente aussi. On voit que certains véhicules sont à vente. Comment ça fonctionne? Alors, on a plusieurs possibilités. Je suis moi-même collectionneur, Oui. certes modeste, mais collectionneur tout de même. Bien sûr. Et donc, on a la possibilité ici de venir mettre un véhicule en dépôt de manière à ce que tout le monde puisse en profiter visuellement au minimum, en tout cas. Oui. Mais on a également la possibilité, on donne la possibilité aux gens qui sont détenteurs d'un véhicule de plus de 30 ans de le mettre en exposition vente. D'accord. Dans cette hypothèse, et seulement dans cette hypothèse, nous sommes commissionnés sur le montant de la vente. Très peu, mais nous sommes tout de même commissionnés de manière à supporter nos frais de fonctionnement. Oui, ça me paraît normal. Il y a des frais d'électricité, il y a des frais de gardiennage, parce qu'il faut souligner quand même que cet endroit est sous haute protection. On a voulu vraiment que l'endroit soit sécurisé. Donc, il y a un système d'alarme, il y a un système de caméra vidéo surveillance en permanence. On a un contrat d'assurance blindé pour nous-mêmes, mais également pour les dépositaires de véhicules. C'est important, évidemment, parce qu'un véhicule de collection, c'est toujours quelque chose qui fait partie de soi. Et donc, quand on le met quelque part, on aime qu'il soit protégé. C'est une partie de nous-mêmes qu'on met là. Bien sûr. On a certainement économisé longtemps ou rêvé longtemps d'avoir ce type de véhicule. Ce n'est pas pour le voir se détériorer ou le voir voler qu'on le met ici, bien entendu. Oui, on est bien d'accord. On a vu en fait qu'ici il y a quelques motos, ce qui n'est pas en fait ta spécialité. Toi, tu es plutôt 4 roues. Et de ce fait-là, tu m'as demandé un petit coup de main, en fait, pour essayer d'étoffer un petit peu le musée en termes de 2 roues. On l'a fait avec un ami, Nick Mailly. Il y a quelques motos qui sont ici, dont notamment quelques très très belles BMW. Ces motos, vous les connaissez parce qu'en fait, elles ont déjà été essayées dans l'émission. Je parle de la BM, la 90S qui est là, et la très très belle moto blanche, la BMW, qui se trouve dans la partie moto.
Ces motos, vous les avez vues à l'essai, elles sont ici en exposition, elles ne sont pas en vente, je vous rassure tout de suite. On va continuer à parler BMW avec en fait la présentation de la gamme S1000R, RR et RRM de chez Motorsport. BMW nous a conviés à Zolder pour un essai très musclé de cette gamme. On y va et on n'y va pas tout seul, on s'y rend avec le Dr Grimm. M comme Motorsport. La lettre M signifie chez BMW radicalisation, optimisation, chasse à la performance, chasse au chrono. Que ce soit en auto, que ce soit en moto, c'est le même dénominateur commun. Quand il y a un M sur une BMW, méfiez-vous, c'est quelque chose qui va fort. Le parfait exemple en est cette machine qui roule en championnat du monde d'endurance. Elle est évidemment encore optimisée pour aller plus loin dans la performance, pour aller plus loin dans le changement de pièces. Mais on n'est pas vraiment ici pour rouler sur cette machine. On est ici pour rouler sur la gamme 1000R, 1000RR et 1000RRM avec le dénominateur commun S. Nous sommes à Zolder et en fait, Dr Grimm s'est mis au guidon de ces machines et il descend à peine de sa moto. Je crois qu'il arrive. Arnaud ? Te voilà. Alors, comment ça s'est passé? Tu as roulé sur le roadster, tu as roulé sur la 1000RR et tu viens de rouler sur la M. Tes premières impressions à chaud, c'est quoi? Eh bien, 3 motos construites sur une même base et 3 motos complètement différentes. D'accord. Ça, c'était la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que à chaque fois que je suis monté sur une des 3, j'ai vraiment eu l'impression de monter sur une autre moto. D'accord. J'imagine entre le Roadster et la version RR, plus de pistes, le fossé doit être énorme. Déjà en termes de chevaux, on est à 165 chevaux sur le Roadster, on est à 207 sur la 1000RR. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais bon, le saut est encore énorme entre la RR et la RRM. C'est ça qui m'a le plus étonné, c'est que je ne m'attendais pas à un gap aussi énorme en passant de la RR à la RRM, qui est réellement beaucoup plus efficace. En fait, au niveau du comportement moteur, le fait que le moteur soit bourré de pièces allégées, de titane, de pistons forgés, ce genre de choses, fait qu'elle prend des tours. En fait, c'est un petit peu comme quand on met une ligne complète sur une moto. En fait, on retrouve une moto beaucoup plus coupleuse, qui allonge. D'accord. Oui, donc en fait, tu me dis le gap est important évidemment entre la RR et la RRM. Alors, c'est accessible ? Oui, c'est même plus exploitable, je dirais. D'accord. Et il m'a semblé que j'avais plus facile à exploiter la M que la RR. La RR, elle est vraiment... bon, d'abord, elle a été faite et homologuée pour faire de la route. Donc, c'est son objectif premier. Alors que la M est vraiment une version coursifiée. C'est vraiment une version qui est une base pour mettre en compétition. Mais la base est déjà tellement bonne comme elle est là, on peut la mettre telle qu'elle sur circuit et l'efficacité est au rendez-vous. D'accord. Alors, bon, on peut dire que toi, tu connais le circuit. On est à Zolder, tu le connais très bien puisque tu as fait de très beaux résultats, toi, ici. Hein? Effectivement, j'ai même en 2014, on a gagné la No Budget Cup, qui était un championnat très sympa à l'époque. Avec une moto qui avait 10 ans. Et l'année d'après, on a fait 2e au championnat Superbike du championnat de la Motorsport School. Oui, donc tu as de bonnes références, tu connais le circuit, tu connais les zones de freinage, tu sais où il faut passer, tu connais les trajectoires, et cette moto directement, tu étais à l'aise avec. Oui, et c'est un petit peu ce qui caractérise les motos modernes, c'est qu'en fait elles sont de plus en plus puissantes, mais elles sont aussi de plus en plus faciles. Oui. Grâce à l'électronique. Oui, absolument. À l'électronique et aussi à la qualité des composants. Ici, sur la M, clairement, on sent qu'il y avait d'énormes différences avec les suspensions. On sent qu'il y a d'énormes différences de moteur.
Et la moto est vraiment facile à amener. Bon, heureusement que, il faut avoir de l'expérience quand même pour la mener à bien, dans le sens où il y a moyen de se faire peur. Je veux dire, forcément, ça va tellement bien. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est qu'à un moment, on prend les freins et on se dit, waouh, en fait, j'ai freiné tard et il faut pouvoir sauter sur les freins au bon moment. Donc voilà, c'est une moto très efficace, mais à ne pas mettre en toutes les mains. Ouais. Alors, bon, ici, évidemment, on est sur la cerise sur le gâteau. Tu me parles 2 minutes de cette machine? Écoute, moi, quand je vois une moto comme ça, je bave. Voilà, tout ça. Allez, dis-moi pourquoi. Mais parce que c'est une moto, d'abord il faut savoir que c'est la moto actuellement la plus rapide du championnat du monde d'endurance, puisqu'ils viennent de faire les tests Préman et cette moto vient de battre le record de vitesse pour les motos d'endurance. D'abord c'est une moto belgo-belge, ça c'est super important, c'est que c'est une moto qui a été engagée directement par BMW, donc c'est une BMW officielle. D'accord. Mais le team manager Werner Dammon est belge, c'est lui qui nous a reçus aujourd'hui. Elle est montée en Belgique, elle est conçue, je veux dire, en ingénierie. On a Steven Kazar aussi qui s'occupe de cette moto. Le dieu des suspensions. Oui, qui a été déjà aussi team manager à l'époque de la première BM quand ils se sont remis en mondial. Alors quand on fait le tour de cette moto, c'est vrai qu'on peut la regarder sous toutes les coutures. Comme on dit, c'est que de la belle pièce. Mais le commun des mortels ne peut pas comprendre qu'en fait chaque pièce est différente de ce qu'on peut trouver sur le marché parce que quasi toutes les pièces ont été créées pour cette machine. Oui. Une machine d'endurance est vraiment composée de pièces très particulières. Faites pour être changée très vite. Faites pour être changée très vite, faites pour être très vite remplacée en cas de chute, faites pour casser au bon endroit au bon moment. Enfin au bon moment, c'est jamais le bon moment, mais c'est fait pour casser au bon endroit. Et pouvoir ramener la moto. Voilà, et donc il y a une réflexion assez énorme autour de ce genre de bécane pour vraiment en faire des machines qui peuvent éventuellement chuter, faire 24 heures et quand même gagner. Ouais. Oui, parce qu'on voit, bon allez, on va partir de l'avant, on a cette fourche déjà particulière, on a cette tige sur le côté qui est là pour capturer les datas, d'accord. On a tout un tas de commandes qui ne sont pas des choses d'origine au guidon, on a le double remplissage du réservoir, tout ce qui est commande reculée, c'est micrométrique en fait, tout est parfaitement ajusté, on a un réglage là. Tu peux m'expliquer un petit peu sur le cadre en fait, quand on vient ici, on voit en fait une petite roue avec des numéros, ça sert à quoi en fait? C'est un réglage asymétrique d'axe de bras oscillant. Alors à lui seul, le bras oscillant est une pièce très particulière qui est souvent usinée, taillée dans la masse. D'accord. Et faite en général en 2-3 exemplaires pour la moto, mais en général impossible d'en trouver ailleurs parce que c'est fait expressément pour la moto. Et donc c'est une sorte d'excentrique, alors ça permet de moduler et la longueur de la moto et la hauteur du cul. Enfin voilà, on remarque ici que tout est réglable. Voilà, il y a des petits trous pour le positionner pour chaque pilote. S'il préfère l'avoir un peu plus sur l'avant, il y a du réglage ici. Enfin, tout est... L'excentrique existe aussi pour la fourche, pour l'angle de charge. Enfin, tout est réglable là-dessus. Ce qui est aussi quelque chose d'important sur une moto d'endurance, c'est qu'il faut se rappeler que 3 pilotes doivent rouler avec la même moto. Oui. Et ces 3 pilotes n'ont pas toujours la même ergonomie. Forcément. Et donc, on doit trouver toujours un compromis. Un compromis, quelque chose. Oui, en voiture, on change le baquet, mais ici, c'est pas possible. Non, ici, il passe des heures à faire des réglages et essayer de trouver le compromis qui va faire que les 3 pilotes seront efficaces sur la moto, sachant qu'en fait, en optimisant vraiment une seule position, un des pilotes pourra aller plus vite, mais c'est flinguer l'équipe. On est vraiment, c'est un sport d'équipe, donc il faut trouver les réglages pour les 3. Bon, revenons un peu sur nos 3 vedettes du jour. Donc on a le Roadster, on va démarrer à un prix à 14 500 € dans ces eaux-là. On a la S1000RR à 19 200 € si mes souvenirs sont bons. Et la version M à 33 700 €. On est évidemment dans du haut de gamme, mais il faut savoir qu'on est à largement plus de 200 chevaux. On est en dessous des 200 kg. Donc on est dans un rapport poids-puissance que pas grand-chose ne peut... On ne peut pas croiser grand-chose sur la route avec un tel rapport. Non, et selon moi, la différence de prix entre la RR et la RRM est justifiée parce que, pour avoir beaucoup roulé sur des machines de course, en fait, cette moto, quand on voit les composants moteurs, les composants suspension, parce que même les suspensions sont... Enfin, absolument tout est aussi réglable au niveau de la colonne de direction, au niveau du bras oscillant. La M, c'est vraiment une moto de course homologuée, où il suffit de mettre un nouveau carénage en polyester et vous êtes parti. Et c'est parti. Et c'est une vraie machine de course de très haut niveau, franchement. Alors juste pour rêver un peu, bon, on a dit le prix des trois machines. Ceci, à ton avis?
À la louche? Moi je dirais 200, 250. Ah ouais. Et pour bien faire, il en faut 2 ou 3 dans un team. Oui, effectivement. Et, Donc on voit le niveau. Hein. Et c'est en permanente évolution parce que voilà, il y a assez de gars là-dessus qui travaillent aussi au niveau de l'électronique et en fait ça bosse tout le temps. Et en fait, je pense que, quand moi je dis 200, 250, c'est pour mettre un prix. Mais je pense qu'à un certain niveau, quand on voit le nombre d'heures cumulées de travail, je pense que ça n'a plus de prix. Oui, je crois aussi. En heures de travail et de développement, voilà, on explose tout et c'est pour ça que ces motos sont extrêmement chères. Mais quelle somme d'expérience, c'est fabuleux. Alors bon, bah écoute, on va aller encore un peu profiter de la piste. Hein. Avec plaisir. On y va, on y retourne. Mais ça pousse et c'est hyper efficace. Voilà William, BMW qui en fait sort de son image avec ses véhicules qui sont vraiment des motos de course homologués, donc c'est assez impressionnant. Tu m'offres un peu l'hospitalité, on va le dire comme ça, ici dans le musée. Merci pour nous accueillir déjà pour cette première émission Carter et Piston, mais cet endroit devrait devenir un petit peu un studio pour l'émission, dans le sens où on pourrait y faire des retours d'essais. On a un décor magnifique pour venir parler moto, pour venir parler passion. On pourra peut-être aussi développer ensemble, je l'espère en tout cas, des événements où on pourrait faire des départs de balade, on pourrait organiser des petits déjeuners, mais c'est des choses que tu vas faire aussi du côté voiture. Tu vas organiser des rallyes, des concentrations, des réunions de passionnés en fait. Absolument. Donc il y a déjà des roadbooks disponibles à ce sujet. Donc il suffit de se présenter ici, on remet aux personnes qui le souhaitent un roadbook et elles vont se promener en visitant la région qui vaut la peine d'ailleurs d'être vue. Ça c'est sûr et certain. On habite à la porte des Ardennes, on est dans le Condro et donc forcément à partir d'ici les virages commencent et c'est le bonheur avec ces véhicules-là évidemment. Comment peut-on être tenu au courant de ces activités ? Les sources de connaissances sont les médias traditionnels, Facebook et également un site internet qui est www.route63.be. Voilà, ça s'affiche ici en dessous, ainsi que le nom de la page Facebook. Et là, on va avoir évidemment des news. Donc abonnez-vous, c'est le plus simple. Abonnez-vous à la page Facebook et de cette manière, vous serez tenu au courant des différents événements, des véhicules qui rentrent, des véhicules qui sortent, enfin du côté vivant du musée ici. J'ai vu aussi que dans certaines vitrines, il y a des modèles réduits.
Alors oui, on travaille avec certains collègues qui mettent à notre disposition 17 000 références de voitures en 17 000 références de voitures en modèle réduit. Donc celui qui est à la recherche de la voiture qu'il a eue dans sa jeunesse et qu'il souhaiterait la retrouver en modèle réduit, il peut s'adresser à nous, on fera la recherche pour lui et vraisemblablement qu'on lui trouvera ce qu'il espérait retrouver. Ouais, sur un nombre de références comme ça, c'est incroyable ça. Et donc en fait on s'adresse à toi pour ça ou on s'adresse ici à la personne responsable du musée. Et je relaye, absolument. Oui, parce qu'en fait vous êtes une solide équipe familiale. Oui, tout à fait, parce que je ne voudrais pas passer sous silence le fait que sans mes deux frères, Georgie et Eric, je n'aurais pas réussi à mener tout ceci à bien. C'est d'ailleurs eux qui font plus vivre le site Facebook que moi-même, parce que je suis moi-même pas trop dans le virtuel, je préfère être dans le réel. C'est une manière de vivre, chacun fait à sa manière, bien entendu. Tout à fait, Et je ne voudrais pas non plus qu'on passe sous silence le fait qu'ici, il y a toute une série d'articles qui sont intéressants liés au secteur de l'automobile ou de la moto, comme des plaques émaillées, comme des enseignes et autres choses de ce type. On les voit derrière nous ici, il y a tout un tas d'enseignes qui sont vachement sympas, même si ce sont des rééditions, ça reste très sympa. Bien entendu. Oui, bien sûr. On a parlé de motos qui poussaient très fort avec les BMW il y a quelques minutes. On va rester dans le musclé, on va rester dans le roadster velu, comme on dit, avec la Kawasaki, la ZH2 SE, qui est un moteur turbo-compressé, une moto de 200 chevaux. On va essayer cette catapulte. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. On avait carrément adoré la ZH2 et les accélérations infernales qu'elle nous offrait sur route. Sa façon de vous demander de la dompter en permanence. Certes, ce n'était pas très politiquement correct, mais en ce monde aseptisé, ça faisait du bien. Toutefois, si vous vous souvenez du premier essai que l'on avait effectué à son guidon et qui nous avait amené à rouler fort sur un anneau de vitesse NASCAR à Las Vegas, on avait trouvé que les freins et suspensions étaient un poil justes. Kawasaki, toujours à l'écoute, semble nous avoir entendus avec cette version ZH2 SE 2021. Plus de chevaux ? Pas vraiment besoin, sauf peut-être pour l'ego. Le Roadster a déjà de quoi vous propulser en orbite géostationnaire. En tant que SE, il profite de suspensions pilotées, avec en bonus la technologie Skyhook, celle de Showa. Et traîné par la Versys 1000 SE, deuxième du nom essayé dernièrement dans ce magazine, le freinage gagne aussi en efficacité avec des étriers Brembo de meilleure facture. Grâce à cette version premium, l'Hyper Fighter d'Agashi tient enfin des mâchoires de frein à la hauteur de sa fougue pressurisée. Les M432 de la ZH2, déjà fort en calibre pourtant, mais pour un engin de cette démesure, mieux vaut taper dans le gros top que sont les Brembo Stilema. De la puissance à gogo avec une réponse plus directe et un échauffement moindre. Ils feront du bon boulot quand il s'agira de calmer les 240 kg lancés à la poursuite de la vitesse du son. Aujourd'hui, toutes les pompes à feu, tous les ultra roadsters ont une version dotée de suspension électronique. Les Street Fighter V4S, les Tuono V4 Factory font confiance à Öhlins. Le ZH2 s'en remet aux compatriotes Showa. La fourche inversée de 43 mm et l'amortisseur BFRC Lite sont équipés d'électrovannes qui réagissent en 1 milliseconde. Grâce aux différents capteurs et à la centrale inertielle, le Kawasaki Electric Control Suspension qui transmet les ordres de réglage pour un amortissement en temps réel. Le Skyhook, quant à lui, supervise le tout pour que la moto garde une assiette la plus stable possible. Les lois régissant les suspensions sont conditionnées au mode de conduite choisi. Les cartographies Sport, Road, Rain ou le rider paramétrable influent donc aussi bien sur la partie cycle que sur les assistances électroniques. Ce sont les mêmes en fait que sur la ZH2 standard. C'est pas compliqué, c'est quasi autant que sur une Hypersport. Shifter up and down d'une grande douceur,
Riding Mode, contrôle de traction, contrôle en virage, anti-blocage des freins avec adaptation suivant l'angle, mode de puissance, régulateur de vitesse, assistant au départ arrêté, et tout ça pour que le pilote surveille via un écran TFT avec une connectivité smartphone. Le moteur de cette Kawasaki ZH2, voici la pièce maîtresse de cette moto. C'est clairement lui qui fait le charme de cette machine. Si Kawasaki a pris le parti de lui coller un compresseur de 69 mm taillé dans un bloc d'alu, c'est parce que ça permettait d'obtenir une puissance et un rendement accru tout en conservant une cylindrée de 1000 cm3. Elle décolle, elle bondit et vous avez intérêt à vous agripper au guidon. 200 chevaux dans un roadster délivré avec une telle violence, c'est évidemment trop. Mais c'est surtout trop bien, c'est surtout trop bon. Je voudrais passer ma vie à tourner la poignée de gaz de cette moto en ligne droite. Ça vous fait sentir puissant, unique et peut-être un peu bête. Enfin, ce qui est encore plus fort, c'est qu'au-dessous de 8000 tours minute, le moteur a une autre personnalité. Vous pouvez accélérer à fond sans qu'il se passe vraiment grand-chose. C'est calme, linéaire, ça ne fait aucune vague. C'est tellement souple que j'ai pu démarrer en 6e sans caler. Et cette souplesse est une vraie qualité pour moi. La Kawasaki ZH2 SE n'est pas une espèce de pétard insurmontable. Vous pouvez très bien passer les rapports avant 8000 et être en compagnie d'une machine civilisée. En revanche, au-dessus, ça devient une vraie teigne. Si vous avez prévu d'acheter une ZH2 SE pour aller la coller sur un circuit, voici mon conseil. Ne le faites pas. C'est une moto de route, développée pour cette utilisation. Il ne faut jamais forcer sur le guidon pour la faire tourner ou changer de direction. La position est très neutre, vous n'êtes ni en appui sur les fesses, ni sur vos poignets, et on trouve facilement sa place sur la moto. Elle est assez basse de selle, et à un rythme modéré, elle se fait complètement oublier. Sur les trajets un peu plus longs et un peu plus rapides, dès qu'on est au-dessus de 110-120 km/h, elle rappelle ce qu'elle est, un roadster, sans aucune protection. La prise au vent est importante. Bref, même si elle a un cruise control d'origine, moi je l'ai davantage appréciée sur les courts trajets. La ZH2 SE se propose dans un unique coloris biton, plutôt élégant d'ailleurs, avec cette profondeur noire vivifiée par le vert Kawasaki appliqué sur le cadre treillis, le sabot, le réservoir et d'autres éléments. Anoblie dans sa partie cycle, la ZH2 SE permet à Kawasaki d'aller se confronter au plus virulent roadster du marché. Avec lui, ce n'est ni du sport, ni du racing, encore moins de l'arsouille. Quand on demande la tempête à sa turbine, c'est de l'adrénaline envoyée sous pression. Voilà, comme je l'ai dit avant l'essai, ça pousse velu, comme on dit, quelle machine incroyable. Alors, est-ce que ça a toute sa raison d'être sur route? Je ne sais pas. Maintenant, on peut aussi rouler dans une supercar de 700 chevaux. C'est pas spécialement raisonnable, mais quel plaisir. C'est pas à toi que je vais convaincre le fait que d'avoir des chevaux dans le capot ou sous le pied est un véritable plaisir, même si on ne se sert pas de toute la cavalerie. William, on va déjà un peu se quitter, mais avant, on va évoquer le fait que ce bâtiment n'abrite pas qu'un musée. Ce bâtiment abrite aussi toute une partie Horeca, bar, snack et très bientôt restaurant. On va le découvrir avec la personne qui s'en charge. Merci 1000 fois de m'avoir reçu. On va se revoir évidemment à de nombreuses reprises, comme on l'a évoqué. C'est un endroit magnifique que j'invite
les téléspectateurs à venir visiter. Il suffit de se rendre sur le site pour avoir les heures d'ouverture et les heures d'accès. William, à bientôt. À très bientôt. Pour notre part, on va faire un petit tour de l'actu. Il y a quelques jours, l'administration fiscale annonçait un changement de régime pour les véhicules de société à l'horizon 2026. Ce changement était en fait que l'administration fiscale n'allait plus autoriser une déduction à 100% pour les véhicules de société qu'à partir du moment où ils étaient 100% électriques. Évidemment, la moto ne va pas échapper à ce nouveau régime. En attendant, on fait un petit rappel de ce qu'il est possible de faire fiscalement sur l'utilisation professionnelle d'une moto. Alors, en termes de déplacement professionnel, on entend un déplacement domicile-travail ou un déplacement travail vers un lieu exigé par son boulot. À ce niveau, on a deux possibilités de déduction fiscale. Soit on opte pour un forfait qui est de 15 cents au kilomètre. Ces 15 cents au kilomètre sont applicables sur un trajet de 100 km maximum par trajet. Vous avez l'autre option qui est en fait une déduction de frais réels. Cette déduction de frais réels, elle, engendre tous les frais liés à l'utilisation du véhicule, mais qui doivent être justifiés par des tickets d'essence, par des factures d'entretien, tout ce qui peut justifier l'utilisation du véhicule sur une distance évidemment alors plus longue. On comprend dès lors que la crise du Covid va avoir un impact probablement négatif, pour vous en tout cas, dans votre prochaine déclaration fiscale, puisque comme vous n'aurez pas eu de déplacement, vous n'aurez pas la possibilité évidemment de déduire ceci. Alors, pour la deuxième option, qui est l'option de frais réels, il faut aussi savoir que l'ensemble des vêtements, l'ensemble des équipements que vous portez pour vous déplacer à moto sont également déductibles. Dans l'option forfait 15 cents par kilomètre, on estime que tout est inclus dedans. Alors, il y a quelques règles pour que vos équipements soient pris en compte en déduction fiscale. Il faut qu'ils aient été achetés chez un revendeur agréé, donc chez un revendeur d'équipements ou un concessionnaire. Vous devez avoir une facture et sur cette facture doit être mentionnée la dénomination et l'orientation exacte du vêtement, c'est-à-dire que ce soit un vêtement moto. Si vous achetez un t-shirt chez un concessionnaire, celui-ci ne sera pas déductible. Donc voilà les quelques règles qui sont toujours en vigueur. Il y a toujours moyen de déduire évidemment son véhicule. L'option 5 ans sur un véhicule neuf est admise par l'administration fiscale. On peut la réduire à 3 ans. On est toujours dans ce régime pour le moment, mais préparez-vous à des changements parce que également les gens qui ont des motos dans leur société seront certainement soumis aux nouvelles normes dès 2026. Le festival Wheels & Wave de Biarritz revient en 2021. C'est les 10 ans des Wheels & Wave, c'est un anniversaire symbolique qui marque aussi l'adhésion de toute une communauté à ce projet un peu fou. C'était celui de faire cohabiter plusieurs mondes, le ride, le surf, le skate et l'art. Après une année blanche due à la crise sanitaire, la 10e édition se tiendra à Biarritz du 30 juin au 4 juillet prochain. Le monde de la presse papier est en plein chamboulement. Dernière victime en date, la revue Mototechnique a annoncé la fin de l'aventure. Un signe des temps, à un moment où mettre ses mains dans le cambouis devient de moins en moins fréquent. Cette parution, devenue une véritable institution pour tous les motards, va disparaître, signant la fin d'une époque. Cette revue technique, c'était avant tout la présentation de 2 motos par numéro qui étaient décortiquées jusqu'au dernier boulon et qui permettaient à tout un chacun de faire l'entretien et de démonter sa moto. Le dernier numéro, qui est le numéro 198, on retiendra pour l'histoire qu'il décortiquait la KTM 1290 Super Duke R. Les BMW R18 et R18 classiques auront aussi droit à l'option 719. Ces 2 modèles reprennent les codes stylistiques de certaines motos historiques, dont notamment la fameuse R5. BMW a décidé d'introduire la gamme des pièces option 719 en possibilité de personnalisation de cette moto. On retrouve ainsi le design package Aero option 19 qui comprend les couvercles de culasse, les couvercles de carter moteur et le couvercle de la tubulure d'admission à gauche comme à droite. Toutes ces pièces sont fabriquées en aluminium avec une surface anodisée et brossée. Évidemment, ça rajoute encore un peu de coût à ces modèles, donc préparez vos portefeuilles, mais ça a une sacrée gueule. Yamaha présente sa nouvelle R7, la nouvelle génération Super Sport de chez Yamaha.
une nouvelle machine destinée principalement à un usage circuit, mais qui a aussi son homologation pour vous permettre de rouler sur route. Elle est équipée d'un 689 cm3 avec sa distribution sur un allumage CP2, des performances et beaucoup de plaisir, malgré une puissance relativement limitée à 73 chevaux. L'embrayage est un embrayage AES, c'est-à-dire à glissement limité, pour un contrôle ultime. Un système Quick Shift, malheureusement en option, permet d'avoir des montées de rapport très fluides. Le châssis est très fin, léger. La fourche inversée de 41 mm est entièrement réglable. La position de conduite est aussi adaptable pour la piste. En fait, c'est une machine vraiment pour prendre beaucoup de plaisir sur la piste, pour apprendre la piste et, de toute façon, aussi pouvoir rentrer le soir à la maison avec cette machine. Mickaël, bonjour. Bonjour Thierry. On a évoqué avec William le fait que autour de ce musée, il n'y avait pas que ça. Il y a aussi de quoi se faire plaisir et ça, c'est plutôt ta partie. Donc, tu vas gérer, toi, l'Oreca. Oui. Donc, nous, pour pouvoir rester dans la continuité de ce que William avait fait, on a créé une bulle un peu hors du temps au niveau du bar. Oui. Hors du temps, pourquoi? Parce qu'on a vraiment créé une décoration plus ou moins 1920 de prohibition. D'accord. Dans le bar, on s'est spécialisé au niveau du rhum, du whisky, du gin, champagne, cocktail. J'ai vu qu'il y avait un piano. Un piano, oui, il y a un piano et donc avec le piano, on va organiser toutes les 2 semaines, on va organiser un petit concert musical. Petite soirée piano-bar. Une petite soirée musicale sympa, autour d'un verre, voilà. Ouais. En plus des voitures, donc voilà. Oui, ça c'est vraiment pas mal parce que c'est vrai qu'il a une belle ambiance, il est chaleureux, on a envie de s'y installer et de boire un coup. Mais c'est pas tout, on fait pas que ça là. On fait pas que ça, donc on a un snack qui s'appelle le Mr. Big. Ouais. Le snack, on peut y consommer un classique burger à l'américaine, Black Angus, tout ce qu'il faut. On peut consommer un sandwich, on peut consommer aussi des petits plats emportés, on va arriver avec ça bientôt. Okay. Et les formules tapas qui, elles, sont destinées pour le bar. Bon, voilà. Parfait. Ok. En projet pour le moment, parce que la situation Covid n'est pas encore tout à fait claire, je crois qu'un restaurant va s'ouvrir aussi. Il y a un restaurant. Pour l'instant, on est vraiment en stand-by de ce côté-là. On utilise la salle pour pouvoir y placer des véhicules. Oui. Justement, et donc voilà, on espère pouvoir ouvrir vers octobre. Le restaurant s'appelle Lapicius. Ah, quel drôle de nom, ça veut dire quoi? Alors Lapicius, c'est le nom du premier cuisinier référencé en fait. Donc c'est dans l'histoire, tu veux dire? Dans l'histoire, oui. Donc, et ça date de 200 ans avant Jésus-Christ. Là, oui, ouais. Apicius. Apicius. Ouais. D'accord, j'apprends quelque chose. Donc voilà, là on va pouvoir faire une cuisine qui est axée autour du poisson, 80% poisson, 20% viande, exception. Donc on est à l'inverse du fonctionnement d'un restaurant classique. Ok, et on va y servir quoi comme style de cuisine? Cuisine française, mais vraiment axée sur le poisson. Donc cuisine française, on va pouvoir aller revisiter un peu tous nos grands classiques. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Et donc voilà. Et puis jouer aussi dans les viandes avec des belles viandes d'exception. Ok, parfait. Belle promesse tout ça. Donc en fait, autour d'une visite de musée, autour d'un événement, autour d'un départ de balade, on aura de quoi avant et après se faire plaisir en prenant un petit déjeuner chez toi. Oui. Et en reprenant un snack en rentrant ou un repas dans le restaurant ou passer la soirée dans le bar. Exactement. Donc on a vraiment voulu créer une formule complète pour pouvoir satisfaire l'intégralité de la clientèle du musée, et voilà. Oui. Y a un endroit où on peut suivre les activités, voir tes heures d'ouverture, on peut voir ça où? Alors pour l'instant, on est vraiment référencé sur Facebook. Donc, quel est le nom de la page? Alors vous avez le nom du bar, c'est le Shaking Up. D'accord. Le bar à cocktail. Donc là, par contre, on va pouvoir retrouver les informations concernant l'ouverture du bar. Mr. Big, c'est vraiment le snack. D'accord. Et Apicius, on ne l'a pas encore ouverte. Forcément. Mais voilà, elle arrivera plus tard. Ok, d'accord. Je reviens 2 secondes à ton bar et la belle ambiance qu'il y a dans ton bar. Moi, j'y verrais bien une moto en déco dans ton bar et j'y verrais bien une moto indienne. En fait, une Royal Enfield, et je t'en parle pourquoi? Parce qu'en fait, je reviens d'avoir été faire un essai chez Royal Enfield qui vient de présenter sa nouvelle gamme, et ils viennent de la passer en Euro 5, législation oblige, et ils nous présentaient leur nouveau modèle, l'Himalayan, en attendant de découvrir prochainement, et probablement le mois prochain, la Météor, mais je vois bien une vieille indienne en décor dans ton bar. On part découvrir les Royal Enfield.
Avec l'arrivée annoncée en juin de son nouveau modèle Meteor, Royal Enfield donne un lifting complet à sa gamme, avec notamment un passage général à l'Euro 5. C'est donc le Trail Himalayan et la gamme 650 cm3 Continental GT et Interceptor qui sont concernés. La nouvelle Euro 5 Himalayan sera équipée du système de navigation Royal Enfield Tripper, permettant un guidage en temps réel, créé à partir de la plateforme Google Maps et couplé au smartphone du pilote grâce à l'application Royal Enfield. Le modèle Euro 5 est également équipé d'un ABS déconnectable sur la roue arrière. L'Himalayan originelle de 2016 était une moto à la fois polyvalente et accessible. Au fil des ans, grâce aux commentaires de la communauté de motards, les Indiens de chez Royal Enfield ont constamment fait évoluer cette machine en termes de design et de fonctionnalité, tout en s'efforçant systématiquement d'améliorer l'expérience globale de l'utilisateur. Pour les longs trajets, la nouvelle selle du modèle Euro 5 offre plus de confort, tandis que son pare-brise a été redessiné pour mieux canaliser les flux d'air. Le porte-bagages arrière est désormais doté d'une plaque supplémentaire permettant de fixer et de poser n'importe quel type de bagage en toute sécurité. En outre, la hauteur de ce porte-bagages arrière a également été réduite, ce qui permet de se mettre en selle plus facilement. Les barres de protection avant ont été réduites pour offrir plus de place pour les jambes, améliorant ainsi la configuration générale de la moto. Simple, performante et polyvalente, l'Himalayan s'inspire de l'expérience de Royal Enfield qui sillonne l'Himalaya depuis plus de 50 ans. En raison de sa polyvalence, de sa simplicité et de l'accent mis sur l'évidence de sa conduite, on peut dire que l'Himalayan a acquis un statut particulier auprès des motards. Désormais, elle est reconnue comme un trail à part entière. C'est une année particulière pour Royal Enfield parce qu'il y a 120 ans que la marque existe, 120 ans quand même, ça compte dans la vie d'une marque. Peu de marques de moto peuvent se vanter d'une telle longévité. Alors en tout cas ici, on est aux Pays-Bas, on est pour un essai qui est en fait une sorte de prise en main ou de reprise en main parce que c'est des modèles qu'on connaît déjà un petit peu. On vient les voir ici, pourquoi? Parce qu'ils sont tous passés évidemment en Euro 5 en 2021. Alors le principal changement c'est d'abord fait sur l'Himalayan que vous voyez ici. Elle est donc effectivement passée en Euro 5. Il y a quelques petits changements qui ont été faits sur cette moto pour améliorer encore sa polyvalence et son côté. Moi, quand je roule là-dessus, j'ai l'impression que je pourrais aller n'importe où. C'est en fait la philosophie. Peut-être pas vite, mais n'importe où. C'est une sorte de calme tranquille qui vous emmène. Cette moto est maintenant bien suspendue. Quand je dis qu'il y a peu d'évolution par rapport à 2020, je trouve quand même qu'il y a encore un step supérieur au niveau de la finition, que ce soit sur ceci ou que ce soit sur les modèles qui sont derrière moi. On y reviendra un peu plus tard. Alors bon, des changements, oui, il y a des changements de couleur, évidemment. On est toujours dans un excellent positionnement en termes de rapport qualité-prix, pardon. Il y a une nouveauté marquante qui est en fait le tripper. Alors le tripper, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un GPS qui est intégré au tableau de bord de la moto, sur le côté à droite, comme vous le voyez là pour le moment. Et en fait ce tripper, qu'est-ce qu'il fait? Il vous sert de GPS à partir du moment où vous avez téléchargé l'application Royal Enfield App. Eh bien, vous entrez une adresse et le système vous sert de guidage. Alors, ce n'est pas un guidage comme on a l'habitude de le voir sur un GPS, c'est un guidage qui est plutôt un peu boule-flèche, un peu comme le système des tripis. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est lisible, c'est facile et accessible, et surtout, en fait, ce n'est pas un accessoire qui vous détourne l'attention. C'est quelque chose qui est vraiment utile et qui vous donne la bonne information au bon moment avec des fonctions de zoom et de dézoom. Donc franchement, très bon point. Autre bon point sur une moto qui est quand même capable de faire fraude et pas un peu, c'est que l'ABS est déconnectable. Ça, c'est quand même encore un plus qu'on peut retrouver sur cette moto. Je vous ai dit qu'elle est passée en Euro 5 parce qu'en fait, son catalyseur, il est ici et il est vertical. Il ne prend pas beaucoup de place et ce n'est pas non plus quelque chose qui vient donner encore plus de poids à la moto. Alors, à son guidon, c'est toujours la même chose. On est toujours emmené par un 500 monocylindre qui n'est pas débordant de puissance, on est bien d'accord, mais qui fait le job, sincèrement, qui vous emmène partout, qui vous fait faire de la balade, avec encore une petite amélioration, c'est cette nouvelle selle qui est vraiment dotée d'un bon moelleux, aussi bien pour le pilote que le passager, des grosses barres de maintien. Comme vous le voyez, cette moto, elle est faite pour
tailler l'aventure, pour aller sur les pistes, pour tomber, pour se relever et toujours continuer à rouler. Alors ça, c'est une des nouveautés de l'année 2021. Il y en a d'autres qui ne sont pas vraiment des nouveautés mais des mises à jour. Ces motos, vous les connaissez, on les a déjà présentées dans l'émission. C'est l'Interceptor et c'est la Continental GT. Deux motos coup de cœur sur les essais 2020. En 2021, elles nous reviennent évidemment avec l'Euro 5. La Continental GT a toujours ce côté un peu anglais au British avec les demi-bracelets qui sont là. De prime abord, on pourrait se dire, tiens, c'est une moto qui pourrait être fatigante. Eh bien, non, en fait, on n'a pas une position qui casse trop les poignets. On est relativement bien assis. Même pour des gabarits comme le mien, je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi, mon coup de cœur à tous les niveaux, au niveau du look et au niveau de l'agrément de conduite et de la position de conduite, c'est l'Interceptor avec son grand guidon. Cette moto est vraiment un régal. Le bicylindre fonctionne à merveille, sincèrement. Donc voilà, pas un essai grandeur nature parce qu'on n'a pas roulé beaucoup, on est aux Pays-Bas, on est encore un peu dans le confinement et le déconfinement, donc il faut quand même faire attention. On a essayé ces trois motos pendant une après-midi en passant d'une à l'autre, on s'est vraiment fait plaisir. J'ai vraiment un coup de cœur pour ceci, je me vois bien sur les pistes marocaines en train de me balader un peu le nez au vent avec cette moto parce que c'est vraiment son esprit. On peut aller n'importe où avec ça. J'ai fait un peu d'off-road tout à l'heure, j'ai essayé de trialiser un petit peu comme on peut le faire avec une moto comme ça. Sincèrement, elle a une sorte de gravité relativement bas. C'est pas une moto qui vous emmène, donc c'était vraiment pas mal. Cette Himalayan, bien née je crois, et qui continue son bonhomme de chemin, prête à vous emmener partout, au boulot, en vacances ou sur les pistes. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et Gaz de référence. Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces trois marques. Vous serez accueillis par des spécialistes qui seront vous guider dans le choix de vos motos et de leurs accessoires. Chez Hot Motorbike, toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18h, le samedi jusqu'à 17h. Dans l'atelier, 4 mécaniciens de haut niveau sont là pour préparer et prendre soin de vos motos. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Bon, voilà, redécouverte de ces Royal Enfield, en attendant probablement le mois prochain, la présentation de la Meteor. Allez, un petit concours au sujet d'Enfield. Voilà un petit pack qui comprend un petit porte-clés sympa en cuir, un magnifique bœuf, un petit pin sympa, et un mug pour prendre votre café le matin. On fait un petit concours vite fait. On va aller sur le site de chez Royal Enfield. Vous allez me donner en fait le nombre de coloris différents qui sont disponibles sur l'Interceptor. Et vous m'envoyez ça par mail à l'adresse habituelle qui s'affiche ici en dessous. Les 2 premiers gagnent le kit. On va continuer à parler concours et je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, il y aura un concours assez exceptionnel. Rappelez-vous, l'an dernier, on avait fait un concours qui valait le détour puisqu'on pouvait gagner une moto. Rendez-vous au mois de juin, vous ne serez pas déçus.
On va parler maintenant un peu de nouvelles technologies. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on avait présenté dans cette émission les motos de trial Electric Motion. Je vais vous emmener à Bilstein, temple du trial belge, pour y découvrir ou redécouvrir évidemment ces machines, lors d'une journée presse organisée par le nouveau distributeur Éric Lejeune, qui n'est autre que le frère d'Eddy Lejeune. On va donc à Bilstein découvrir ces machines. Nous sommes à Bilstein, en région verviétoise. Temple du trial belge depuis plus de 50 ans, c'était l'endroit rêvé pour y découvrir les motos de trial du 3e millénaire. Éric Lejeune, le frère d'Eddy Lejeune, triplement couronné champion du monde de trial, a invité la presse spécialisée à découvrir cette nouvelle moto et aussi, pour certains, les joies du trial. Depuis plus de 10 ans, le patron d'Electric Motion, Philippe Aresten, planche sur le développement de cette moto électrique. Remarqué en championnat du monde aux mains de Gaël Chatagneau, qui décroche le titre de vice-champion du monde en 2020. Electric Motion s'est rapidement fait une place de choix dans le petit monde du trial. En effet, en 2020 et en France, Electric Motion est devenue la deuxième marque, tout produit confondu, la plus vendue en moto de trial. Exportée dans plus de 30 pays, cette petite entreprise connaît un succès fulgurant. Un signe des temps ? Peut-être que le trial sera un des premiers sports mécaniques où le choix d'une machine thermique ou électrique aura le même poids dans la balance. Polyvalente, propre à l'usage, silencieuse, demandant très peu d'entretien, cette moto a de très beaux atouts pour convaincre. Mais est-elle accessible au plus grand nombre? C'est ce que nous allons voir. Bonjour Éric. Bonjour Thierry. Éric, les Lejeune, c'est une véritable histoire d'amour avec le trial. Tu es né dans une famille qui, en fait, dont le trial était une sorte de religion. Vous êtes 3 frères, pour te présenter brièvement, dont un a été 3 fois champion du monde, mais vous avez quand même des records absolus, dans le style où 3 frères en même temps ont déjà été classés à plusieurs reprises dans le top 10 au classement mondial, et vous avez gagné des grands prix ici en championnat de Belgique. Donc le trial pour toi, c'est une vieille histoire, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est une passion, ça c'est clair. D'ailleurs le trial, moi je l'ai commencé il y a maintenant 50 ans, quand le domaine de Bilstein ici a démarré. Et depuis 50 ans, je n'ai eu de cesse de vouloir faire de la moto, sur toutes sortes de motos, mais avec toujours le même plaisir. Ouais. De faire du trial. Le trial comme sport, mais le trial comme école de vie aussi. Comme école de vie. Moi je l'ai toujours dit, le trial, on est toujours à la recherche de l'équilibre et dans la vie de tous les jours c'est pareil. On doit chercher l'équilibre. Oui, tout à fait. Alors bon, tu as roulé toute ta vie évidemment sur des motos thermiques. D'ailleurs des motos qui sont des prototypes parce que la famille Lejeune a fabriqué des motos qui sont toujours des motos exceptionnelles. On se souvient des images qu'on avait découvertes sur le trial de la Costa Brava avec Fuji qui avait essayé ta moto, on était présent, très grand moment. Une nouvelle page va se tourner, une nouvelle histoire va commencer. Tu es distributeur de la marque Electric Motion et comme son nom l'indique, ce sont des motos de trial électriques. Gros succès puisque c'est déjà la moto électrique la plus vendue au monde. Tout à fait. C'est la moto la plus vendue au monde en électrique, mais c'est surtout aussi la numéro 2 en termes de moto par rapport à des thermiques aussi. Donc c'est une moto qui a été fabriquée à 1000 exemplaires ici l'année passée et qui est vraiment exceptionnelle. J'ai suivi son évolution depuis une dizaine d'années parce que Philippe Aresten, le patron, est un ami que je connais depuis de nombreuses années et j'ai suivi l'évolution de la moto. Et l'année passée, quand je l'ai essayé au championnat du monde à Auron et à Isola 2000, j'ai dit là ils ont fait une vraie moto de trial compétitive et qui est surtout en plus abordable à tout un chacun. Oui, c'est surtout ça qui est important en fait, que je trouve essentiel, c'est que en une moto on en a plusieurs, puisqu'on pourrait se dire
avec cette moto, je peux très bien initier mon épouse à faire un peu de trial, mon gamin qui n'en a jamais fait, et moi le dimanche, prendre ma moto et aller rouler en championnat de Belgique ou en championnat d'Europe, parce que cette moto peut tout faire. On part de la base pour aller jusqu'à un niveau de compétition. C'est la très grosse différence par rapport à la moto thermique, parce que je dis quand même la moto thermique est une bonne moto. Bien sûr. Mais quand on achète une thermique, on se pose toujours la question, tiens, quel est mon niveau? Est-ce que j'ai le niveau pour rouler avec une 125, une 250 ou une 300? Nombre de pilotes vont avoir envie d'acheter une 300 comme Bou ou Raga parce qu'ils auront l'impression qu'ils vont bien rouler avec ça. Avec l'électrique, le bonheur, on a 3 mappings. On pousse sur le bouton une première fois, on a une lampe verte qui s'allume, on a un 125, on a déjà de quoi passer de très beaux obstacles. On pousse une deuxième fois, on a un mapping bleu qui va être une 250 et on pousse une troisième fois, on a un mapping rouge. Attention, on a le niveau pour aller faire le championnat du monde. Voilà, exactement. Et la même moto peut faire tout en un instant. Ça, donc de fait, fabuleux. Ouais. une femme peut démarrer avec ou un enfant aussi. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de boîte de vitesse. L'embrayage est facultatif. La moto ne va jamais caler. Oui. Une moto thermique, vous êtes maladroit, elle cale, il faut la redémarrer, c'est compliqué. Il n'y a pas de boîte de vitesse. Il n'y a pas de boîte de vitesse, on fait 0 à 70 à l'heure en mettant les gaz. Alors, on est ici à Bilstein. Tu as donc invité la presse belge ici pour venir découvrir cette moto. Ils feront un essai cet après-midi. En attendant, Dani Crosset, multiple champion de Belgique, va prendre cette moto et va nous montrer un peu ce qu'il sait faire sur le terrain qui est ici derrière. On le regarde. Bon, ça c'est une chose, on voit évidemment bien le niveau de Dani. On va maintenant mettre des néophytes, des gens qui n'ont jamais fait de trial, sur ces motos-là. On va les faire un petit tour dans le domaine, on va les défricher comme on dit, on va peut-être essayer d'aborder quelques zones. J'ai invité Philippe Malburny, qui est le rédacteur en chef de RTC, avec qui je fais l'émission Highway to Hell, qui n'a jamais fait de trial. Donc on va voir comment il s'en sort avec cette moto. On aura en comparaison des motos thermiques et ils pourront nous donner leur ressenti. Je suis sûr et certain que eux, bien entendu, on ne va pas les voir monter des cailloux de 1 mètre, mais que sur leur visage, le sourire sera, parce qu'ils vont se rendre compte qu'avec cette moto, ils peuvent se dire, bah tiens, pourquoi pas faire du trial? Ouais, exactement. On y va? On y va. Allez, on y va. Vraiment les premiers tours de roue, hein. Ça j'ai jamais fait ça. Ah. Faut apprendre, hein. Faut apprendre tout doucement. Voilà. Je dois la pousser. Voilà. Si je pars, remets-toi. Si je pars, tu dois pouvoir me patauger. Là, tu as trop de poids sur la moto. Voilà, comme ça. Voilà, je pars. Ok, ça va. Ne pas tourner comme ça.
pas comme ça, tu vois. Il faut que les épaules accompagnent le truc. Parallèle, et pour ça tu regardes. Et le regard, ouais. Le regard va t'amener tes épaules. Ok, ok. Alors Thierry, je suis un bon élève ou pas? Je crois, c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, tu vois, c'est vraiment les premières leçons qu'on apprend quand on fait du trial, c'est se positionner sur la moto, avoir une bonne position des mains, une bonne position des commandes, une bonne préhension. Et c'est vrai qu'on essaye tous de rouler avec un seul doigt, ce qui permet de bien tenir le guidon aussi en fait. Et d'avoir toujours la position, c'est l'inverse de ce qu'on fait en moto, c'est pour ça que c'est difficile. C'est en moto, quand tu roules sur la route, le virage à droite, tu roules, tu es comme ça. Ici, c'est l'inverse, tu es comme ça. Donc tu essayes que le bras intérieur soit tendu. Et si tu tends ton bras intérieur, ben, automatiquement, tu vas sortir à l'extérieur de la moto. Tu fléchis, plus tu fléchis, plus c'est facile. Et comme la moto, le regard. Et alors forcément, si tu veux tourner là, ben, c'est là qu'il faut regarder. Donc, et voilà. Voilà. Regarde même pas encore plus loin. Ah, c'est au fond qui est pas bon. Ouais. Tu vas compenser pour l'équilibre, voilà. Tends ton bras intérieur. Voilà. Tourne la tête. Regarde même encore plus derrière toi. Je t'invite, pour le pur plaisir, à faire la même chose avec cette moto-là. Juste pour que tu te rendes compte, parce que c'est ça que je veux vraiment soulever sur cette moto, c'est que n'importe quelle personne peut tout de suite s'amuser avec. Ah, j'ai jamais touché à ça. Touché en trial. Tu tiens le frein. Voilà. Maintenant on est parti pour des 8. Voilà. Donc tu vas sentir l'embrayage. Vas-y. Voilà. Vas-y, doucement. Ça va être autre chose. On est parti. Voilà. Bras intérieur tendu, sors bien. Ouais. Allez, hop, par là maintenant. Voilà, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu t'en sors bien, Finn. Et tu vois qu'il y a plus de choses à gérer, évidemment, qu'avec la moto électrique. C'est une autre histoire. Hein. C'est une autre histoire, tu vois. C'est une autre histoire, mais pour le même résultat. Et finalement, Soyons clairs. Oui. Soyons clairs, tu te sens beaucoup moins stressé Ah oui, oui. sur la moto électrique. Surtout quand tu commences. Pour Là, le même tu résultat. te concentres sur ta position, sur comment tu te mets, voilà, ton poids. Oui. Ici, c'est vrai que c'est parce qu'on a déjà roulé un petit peu qu'on sait exactement. faut faire attention. Mais sinon, d'entrée de jeu et en prise en main, on a d'un côté quelque chose qui est presque intuitif, qu'ici, il faut un minimum de petits bagages techniques, quoi, tu vois. Donc, ce qu'on va faire maintenant, si tu veux, tu vas reprendre celle-là, ça va, je la prends, et on va partir tous les deux. Ici, on va faire un petit tour tous les deux pour se familiariser un peu avec la moto. Et puis on reviendra discuter un petit peu de notre ressenti. Bon, ce qu'on va faire maintenant, Philippe, c'est que on va profiter des 8 qu'on vient de faire. On va penser en tout cas à garder les mêmes positions. Et on va tourner ici et on va resserrer petit à petit en mettant un tout petit peu de dénivelé. Tu vas voir tout de suite. Tu as décidé de me faire souffrir, quoi, c'est ça? Pas du tout, j'essaye de te donner un maximum de plaisir Là, et je trouve ça beau. Et c'est gai, c'est très très beau. gai. Ouais. Voilà, on y va mollo. Donc voilà, on y va. La première différence notable, évidemment, c'est déjà le bruit. Hein? Oui, ça c'est clair. Moi j'en fais, toi t'en fais pas. Et là, on reprend en fait, tu vois, le virage, le 8. Et on le refait dans l'autre sens. Et on va le resserrer un peu pour remonter. Ouais, voilà. Tu vois, en fait,
c'est le même principe maintenant, peu importe la pente, mais tout vient évidemment en le répétant le mouvement des centaines et voire des milliers de fois. Et à un moment donné, tu seras capable de faire cet exercice dans une pente comme ça, autour d'un arbre. Mais pas aujourd'hui. Non. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va profiter, on va vraiment se faire plaisir et vraiment découvrir la discipline. Bon, tu vois, on a fait peu de choses ici. Et je trouve que tout de suite on sent que physiquement on fait quelque chose, on transpire un peu, on est en appui sur les jambes tout le temps, donc c'est vraiment un vrai sport. Chacun à son niveau, mais on ne saurait pas se faire mal à la vitesse où on roule et le dénivelé qu'on prend. Si à un moment donné ça ne va pas, ces motos sont aussi faites pour tomber, tu vois. Donc tu la laisses poser par terre et puis tu redémarres. Et puis, voilà, c'est aussi simple. Après, le trial est vraiment une école de répétition du geste. Mais je trouve que le plaisir est là de suite. La grosse différence, c'est que directement, je crois qu'avec une électrique, tu prends du plaisir. Ici, il faut gérer beaucoup plus de paramètres. Oui, faire ce qu'on vient de faire, c'est pas grand-chose, mais avec celle-là, je pense que j'aurais eu du mal. Tu m'as déjà semé 2 fois. Avec une électrique, je me concentre uniquement sur la conduite. Ouais. C'est vrai que ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu te concentres uniquement sur la conduite. Et je trouve qu'en fait, à la limite, on pourrait partager cette moto avec son fils, sa fille, son épouse, sa compagne, avec des non-initiés en fait. Oui, tout à fait. C'est ce que je trouve vraiment sympa. Bon, il y a trop de monde ici, on va se barrer un petit peu. On va aller profiter du domaine de Bilstein et peut-être du premier jour sans pluie du mois de mai. C'est du bol. Allez, c'est parti. On y va. Moi, je dois kicker. Le trial sera peut-être la première discipline à passer complètement à l'électrique parce qu'en fait, on est déjà à des performances égales et finalement un temps d'amusement et un temps de roulage, tant qu'on n'a pas des interzones trop longues, relativement similaires au moteur thermique. Donc le trial sera certainement une des options pour devenir entièrement électrique et réconcilier peut-être la moto avec certains promeneurs. On espère vraiment bientôt les beaux jours dans tous les sens du terme, évidemment pour profiter des terrasses parce qu'elles sont ouvertes depuis un moment, mais avec le temps qu'on a eu au mois de mai, on n'en a pas beaucoup profité. Dès le 9 juin, normalement, les restaurants vont réouvrir et ça va nous donner évidemment envie de nous balader, que ça soit en duo ou en groupe. La WSR nous donne quelques conseils pour faire ça dans les meilleures conditions possibles. Salut Jérémy. Salut Thierry. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très très bien. Jérémy, c'est le printemps, on annonce le déconfinement, les terrasses sont ouvertes, bientôt les restaurants, on a vraiment envie d'aller se balader et plus tout seul. Tout à fait, oui. Alors il faut rappeler que quand on roule en duo, il y a quelques règles à respecter. Ouais. Donc déjà, on est plus lourd sur la moto. Donc il va commencer par falloir augmenter la pression des pneus, régler un petit peu l'amortisseur de la moto. Et on se réfère aux données constructeurs. Oui, plus simple. Tout à fait, exactement. Oui. Ensuite, l'élément le plus important, et c'est de la responsabilité du pilote, c'est de vérifier que le passager est bien équipé, puisque sur la route, il n'y a pas vraiment de différence de danger ou de risque en cas de chute pour le passager ou pour le pilote. Légalement, il faut le même équipement que le pilote et il ne faut pas rappeler qu'il est mieux de privilégier toujours un équipement spécial dédié à la pratique de la moto. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, ça s'apprend aussi un peu à rouler en duo parce que la moto est plus lourde, elle est un peu plus basse de suspension, elle est un peu plus tassée, elle va un peu plus tirer vers l'extérieur dans les virages, donc il faut être un peu plus modéré et il faut avoir une conduite souple en fait en duo. C'est ça. La chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que la moto ne se comporte pas de la même façon quand on est en duo que quand on est tout seul. C'est ça, tout à fait. Donc, en tant que pilote, on va devoir adapter quelque peu sa manière de conduire, de piloter. Oui. Et donc, comme on est plus lourd, tout est un petit peu différent. Ce n'est pas réellement la même moto. Et donc, il va falloir plus anticiper. Les distances de freinage vont être allongées. La maniabilité en courbe ou en manœuvre lente va être différente. Donc, l'idéal est de prendre quelques minutes au début pour retrouver ses sensations, s'adapter et trouver la bonne manière de rouler, que ce soit à la fois confortable pour le pilote, sans risque pour le pilote et le passager. Alors tu parles de confort pour le passager, ça c'est un petit truc en fait à essayer d'acquérir, c'est être évidemment beaucoup plus souple sur la prise des freins et essayer de privilégier la prise des freins par le frein arrière. Pourquoi ?
pour éviter d'avoir le casque du passager qui vienne taper dans l'arrière du casque du pilote. C'est très désagréable, aussi bien pour le pilote que pour le passager. En appuyant sur le frein arrière, la moto d'abord se tasse, elle freine, elle ralentit et ça permet d'avoir un transfert de masse moins violent. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et alors on peut rappeler également que l'âge minimal pour pouvoir prendre un passager à moto est de 8 ans accompli, ce qui signifie que le passager doit avoir 8 ans accompli pour pouvoir monter sur la moto. D'accord. Pourtant, j'ai déjà vu des petits sièges derrière des scooters ou des choses comme ça, c'est possible, ça, non? C'est possible, oui. Alors, jusque 125 cm3, c'est possible entre 3 et 8 ans, mais c'est fortement déconseillé vu le bas âge de l'enfant. Oui, oui, puis c'est déjà difficile de leur trouver de l'équipement adéquat. Oui, tout à fait. Bon, ben, rouler en duo, c'est bien, mais c'est bien aussi de rouler en groupe, forcément. Oui, alors là aussi, il y a des petites choses qu'il faut se rappeler avant de partir à 5, 10, 15 ou 20. Oui, tout à fait. Alors, légalement, un groupe est constitué de 2 motos. Donc, dès que vous partez faire une balade avec un ami, vous êtes considéré comme un groupe. D'accord. Donc, à partir de 15 motos, il est conseillé d'avoir au moins un capitaine de route. À partir de 50 motos, c'est obligatoire d'avoir au moins 2 capitaines de route. Alors, pour être capitaine de route, il faut avoir 25 ans, un gilet où c'est noté capitaine de route et un disque, un signal C3, c'est un disque blanc avec un bord rouge. Oui, d'accord. Ça ne permet pas de faire n'importe quoi. Non, tout à fait. Ça permet uniquement d'arrêter les croisements avec les autres voiries, mais pas les feux rouges. D'accord, les croisements sans feu. Exactement. D'accord. Alors bon, en conseil pratique, quand on roule en groupe, ce qu'il faut évidemment faire, c'est, une fois qu'on a sa place, on la garde. Oui. On ne commence pas à faire des courses au sein du groupe. Ça, c'est la meilleure façon de rentrer avec une moto pliée et de se faire des bobos. Mais aussi, on roule en quinconce, c'est-à-dire on roule comme ceci. Oui, exactement. Ce qui veut dire qu'en fait, on raccourcit la longueur de la colonne, mais aussi on augmente sa visibilité, son temps de réaction et sa distance de freinage. Exactement, c'est exactement le but, c'est pouvoir freiner plus rapidement et donc d'avoir une meilleure distance de freinage, ce qui veut dire une plus grande sécurité pour le groupe. Et alors il est aussi important de rappeler qu'en groupe, on roule en groupe, le but n'est pas de semer le groupe comme tu le disais et donc d'essayer d'aller le plus vite possible. C'est dangereux à la fois pour vous, pour le groupe et pour les autres usagers. Et l'autre élément à prendre en compte, c'est que ce n'est pas parce que la personne devant vous dépasse que vous avez automatiquement la place pour dépasser. Exactement. Donc anticiper, c'est toujours la même chose. Anticiper, vérifier que tout se passe bien et si on a la place, que ce soit safe pour nous et pour l'autre usager, on peut dépasser. Oui, et on fonctionne en meute, donc on va mettre les plus faibles à l'avant de la colonne. Exactement, donc la première place du groupe est dédiée à celui qui connaît le trajet, la deuxième est le motard le moins expérimenté, et la dernière est le motard le plus expérimenté. C'est ça. Et une fois que la place est déterminée, l'idéal est de toujours garder la même position dans le groupe. Ça c'est l'idéal pour la sécurité. Bon, ben parfait, il n'y a plus qu'à aller profiter des terrasses. Tout à fait. À la prochaine. Salut Thierry. Salut Jérémy. Bon, toutes les machines essayées tout au long de l'émission Carter et Piston, que ce soit celle-ci ou les précédentes, ont un prix, évidemment, et parfois un prix élevé. Il faut protéger ces valeurs de la meilleure façon qui soit. On évite maintenant avec des motos qui sont à 15, 20, voire 25 000, voire plus cher. Et donc, il est intéressant d'avoir des assurances qui couvrent les valeurs de ces motos. Quand on achète une voiture de 20 000 ou 25 000 euros, on ne se pose pas la question. On opte directement pour ce qu'on appelle l'omnium. L'omnium à moto est toujours peut-être un peu plus confidentiel, mais l'ami Jean-Yves, notre spécialiste en assurance, va nous déflorer le sujet. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Riavec. Mon métier, assureur. Plus précisément, courtier en assurance. Ma passion, la moto. Je vous propose donc de nous retrouver tous les mois pour aborder un sujet, l'assurance moto. Ce mois-ci, nous allons aborder la question de l'omnium, de la petite omnium ou des garanties accessoires, incendie et vol. Ces garanties que nous pouvons souscrire toutes et tous font la continuité du package dont je vous ai parlé dans les émissions précédentes, qui, rappelez-le-vous, nous avions la responsabilité civile, la protection juridique et l'assurance du conducteur. J'aime bien de vous rappeler toujours que pour qu'il y ait une notion de responsabilité civile, il faut un dommage qui soit causé par des tiers ou à des tiers pour que le contrat effectue son plein rendement. Nous sommes entrés dans la normalité, en tout cas pratiquement en normalité. Nous allons ressortir nos motos et nous allons vagabonder
un petit peu partout, ici en Belgique, voire à l'étranger. Plus de sorties signifie plus de risques. Comme j'ai abordé précédemment votre intégrité ainsi que votre protection, nous allons donc aborder aujourd'hui la matière de la protection de votre moto. Alors, à quoi est-ce que ça sert une omnium? Une omnium, ça sert à payer les dommages à votre véhicule. C'est le vaccin, si vous voulez, contre le dommage. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a omnium et omnium. Certaines omniums vont prévoir que vous soyez avec une tierce collision. Certaines omniums vont prévoir le cas d'intervention lorsque vous êtes seul ou la combinaison de l'une et de l'autre. Second produit, qui est la petite omnium. La petite omnium, c'est quoi? Donc c'est simplement l'assurance avec la garantie incendie, vol, dégâts de la nature, impact par gibier éventuellement, impact par animal. Donc dans ces garanties, nous ne retrouverons donc pas l'aspect dégâts matériels purs, qui est je chute, je tombe, j'ai un dommage à mon véhicule, je suis en tort. Ou également le vandalisme, parce que malheureusement, ça peut arriver. En dessous de ce produit, qui est la petite omnium, nous retrouvons encore sur le marché, de temps à autre, les garanties très limitatives de l'incendie et le vol. Que faut-il faire attention lorsque nous souscrivons auprès d'un courtier digne de ce nom, nous souscrivons ce type de garantie? D'abord, sur quelle valeur vais-je l'assurer? Ça, c'est très important. Vais-je l'assurer en valeur catalogue? Donc, c'est la valeur ici qui n'a pas été négociée avec votre revendeur, avec votre garagiste préféré, ou alors c'est la valeur facture. Il est évident que si j'assure mon véhicule en valeur catalogue ou en valeur facture, ces deux modalités de souscription auront un impact éventuellement sur l'indemnisation en cas de sinistre. Veillez aussi aux nombreux accessoires maintenant qui sont sur le marché, tels que des lignes d'échappement, telles que des valises. Veillez également à ce que ces éléments fassent, selon ce que vous désirez, fassent ou non partie de la garantie de votre contrat. Évidemment, une omnium comporte aussi des seuils d'intervention, ce que nous appellerons franchise. Veillez-y, négociez-les peut-être, tout comme vous négociez votre contrat omnium au niveau de votre assurance voiture. Élément très important qui est souvent sous-estimé, et là je parle en tant que professionnel, dans la garantie vol, les petites lignes qui sont indiquées afin que la garantie puisse sortir ses effets, à savoir, dois-je monter un système d'alarme? Si oui, quel agrément doit-il avoir auprès de la compagnie quand je souscris le contrat? Suffit-il peut-être d'avoir des protections mécaniques, un cadenas, un roadlock, un bloc-disque tout simplement? Ce sont des éléments excessivement importants qui, en cas de sinistre vol, vous seront demandés en apport de preuve lors de l'indemnisation par l'expertise déléguée par votre compagnie d'assurance ici. Les indemnisations, parce que je viens de vous parler ici, comment estimer le véhicule, comment fixer la valeur catalogue, valeur facture, les conditions de sécurité. Les indemnisations sont de plusieurs ordres et bien entendu, ça va être un facteur déterminant des primes sur ces garanties. Nous avons les valeurs agréées. C'est quoi une valeur agréée? C'est une valeur de convention, tout simplement, que vous avez avec votre assureur. Et dans le contrat, les conditions générales, sera notifiée la dégressivité, la déclinivité de votre contrat. Et bien entendu, l'indemnisation en sera la conséquence. Vous avez également les indemnisations en valeur réelle. La valeur réelle, c'est ce que vaut votre véhicule sur le marché au moment X, qui est le sinistre.
Et également, nous retrouvons ici sur le marché des valeurs de remplacement pour des véhicules équivalents. Donc ces 3 voire 4 modalités d'indemnisation auront un impact, évidemment, sur la prime que vous payerez. Alors, quels sont les cas pratiques? Bien souvent, moi je rencontre dans certains clients, ils me disent, moi je n'ai jamais eu d'accident, je n'ai pas besoin d'omnium, etc. Il faut voir ça un petit peu basiquement. Toutes et tous, vous avez un contrat d'assurance incendie, si vous êtes propriétaire ou si vous êtes locataire. Si vous êtes locataire, ben ici nous allons nous attarder sur la garantie du contenu. Relisez bien vos conditions générales au cas où vous auriez un incendie, simplement un incendie ou un vol. Vous remarquerez que dans les contrats d'assurance incendie sont exclus les véhicules automoteurs, sauf si certaines clauses y sont notifiées, mais je ne vais pas entrer dans ce domaine qui n'est pas le but de discussion à ce jour. Mais pour avoir une juste indemnisation, simplement dans le cas de votre assurance incendie où on vient dérober éventuellement votre véhicule dans votre garage que vous avez malencontreusement laissé ouvert, vous remarquerez que vous n'êtes pas couvert. Donc, le minimum du minimum pour garantir votre véhicule, c'est la garantie incendie, vol ou petit omnium ici à ce sujet. On évolue également énormément dans les équipements. Vous avez toutes et tous lu certainement les nouvelles normes de casque qui vont apparaître dans les mois qui vont venir, je pense 2022, ici. Donc vous allez devoir changer progressivement d'équipement. Nous avons les airbags maintenant qui sont des éléments de haute sécurité, qui sont relativement importants. Thierry vous en a parlé dans les émissions précédentes également. Ce sont des éléments qui coûtent relativement cher. Et une bonne combinaison, des bons amis également, coûtent relativement cher aussi. Quand il y a un accident, malheureusement, on doit remplacer souvent ces vêtements. Ces vêtements peuvent faire partie de l'équipement dans le cadre d'une bonne garantie omnium auprès de la compagnie d'assurance que votre courtier vous aura recommandé. Ça, c'est le dernier point que je tenais à vous soumettre. Et évidemment, il y a le point également remorque. Remorque, c'est le chargement, le déchargement de votre véhicule. Lorsque vous partez en voyage avec votre voiture et que vous ne désirez pas conduire votre moto sur les lieux de villégiature, ce point, nous l'abordons dans une émission suivante, ici, prochainement. Voilà. Si vous désirez me contacter, il vous suffit simplement de cliquer et de me contacter ici sur l'adresse email et je vous dis à bientôt. On se retrouve le mois prochain et en attendant, gaffe sur la route. Vous la reconnaissez, hein, c'est la fameuse Rien à foutre, celle qui fait partie du générique de fin depuis le début de l'émission. On est déjà à la fin de celle-ci, il va être temps de nous dire au revoir, mais avant, je voudrais quand même vous parler de quelque chose. Vous savez que j'aime bien donner des petits conseils ou des avis sur des choses que je vois passer, et Valentino Rossi, vous connaissez évidemment, eh bien je vais vous donner un peu de lecture. Il existe une bande dessinée en 2 volumes qui s'appelle Valentino Rossi et qui retrace un peu les grands faits d'armes de ce pilote exceptionnel entre 2006 et 2010. C'est superbement illustré par Sandro Garbo, c'est un dessin vif, puissant, avec beaucoup d'humour, très caricaturé, mais en tout cas c'est très agréable à lire et ça permet de revivre des émotions qu'on a probablement tous vécues en regardant le MotoGP depuis autant d'années. C'est disponible sur le site www.garbocomics.com qui s'affiche ici en dessous. Vous ne le regretterez pas, c'est un très bon moment à passer. Moi, j'ai vraiment adoré et je les garde sous le coude et je me replonge dedans de temps en temps parce que les dessins sont succulents. Voilà, il me reste à vous souhaiter évidemment un excellent mois de juin. Il me reste à vous dire de bien profiter de vos motos et on se retrouve dans un mois. D'ici là, gaffe sur la route. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions.
J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait.